Bonsoir à tous, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir les amis de l'UNPI. Ce soir, un nouveau webinaire de l'UNPI Val-de-Loire, un webinaire sur une question d'actualité et un webinaire d'information important pour les Tourangeaux. Les nouveaux DPE d'une part et la présentation d'Artémis d'autre part. Un petit point de votre président pour commencer sur nos activités de l'année. Vous le savez, pour la plupart d'entre vous, nous en sommes au 6e webinaire de cette année 2021, bien perturbée. Nous avons réalisé d'abord les successions et la façon d'améliorer au maximum cette transmission de patrimoine. Nous avons fait ensuite les locations meublées. Nous avons continué par la fiscalité du patrimoine et les déclarations des revenus fonciers. Nous avons ensuite traité des baux commerciaux à l'heure du Covid, avec cette question brûlante pour de nombreux propriétaires qui sont confrontés aux difficultés de leurs locataires dans les règlements de loyer et particulièrement en matière de résidence-service. Et ce soir, nous avons eu la chance de traiter donc des DPE et de la présentation d'Artémis. Nous avons également fait un webinaire sur les garanties en matière de baux et les nouvelles dispositions de Visal pour les bailleurs. Vous voyez que la pandémie ne nous a pas empêchés d'être particulièrement actifs dans ce début d'année et je dois vous l'annoncer, nous continuerons cette activité dès le mois de septembre. Nous aurons notre assemblée générale le 20 septembre ou le 22 septembre, enfin vous recevrez naturellement l'invitation, et nous aurons de nouvelles réunions. Si tout va bien, ces réunions auront lieu, selon l'expression maintenant consacrée, en présentiel. J'ai horreur de cette expression, mais enfin, elle veut bien dire ce qu'elle signifie. Et nous continuerons à enregistrer nos conférences de façon à permettre au plus grand nombre de bénéficier, là encore, excusez-moi de cet anglicisme, du replay, puisque nous avons constaté qu'il y a en général 4 à 5 fois plus de personnes qui regardent nos interventions en replay qu'en direct. Nous atteignons des chiffres importants sur le replay et nous en sommes extrêmement satisfaits. Voilà le programme avec naturellement pour l'UNPI des combats importants, des combats sur le permis de louer d'une part, des combats sur la limitation des loyers dans un certain nombre de villes d'autre part, et puis naturellement la réforme de la fiscalité locale qui pointe son nez avec les inquiétudes des propriétaires sur les transferts de charges et notamment du fait de la disparition partielle des taxes d'habitation, de l'augmentation des taxes foncières. Nous sommes prêts à lutter sur ce point et nous avons mis en route notre outil principal qui est l'Observatoire des taxes foncières. Vous voyez un programme important pour lequel nous avons besoin de votre soutien à tous et nous avons besoin particulièrement de votre fidélité et de votre soutien syndical, je dirais. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas une question particulière à vous poser dans l'année, continuez à adhérer et ne nous obligez pas à vous relancer, ne serait-ce que pour soutenir notre combat politique en défense de la propriété et des propriétaires. Après ce petit sermon, eh bien, permettez-moi de vous donner mon avis direct sur la réforme des DPE et les conséquences que cela a pour les bailleurs. Je trouve extraordinaire que l'on ait décidé d'emblée, à terme, d'interdire l'allocation des logements qui seront classés F et G
et d'envisager l'interdiction également pour ceux qui seront classés E, alors que aucun diagnostic conforme à cette réglementation qui va s'imposer n'a encore été pratiqué, puisqu'on va vous le dire tout à l'heure, M. Rolquin vous le dira tout à l'heure, ça n'est applicable qu'à partir du 1er juillet. Donc une situation un peu ubuesque et qui juridiquement, moi, m'étonne. Je ne vois pas comment le législateur a pu faire ça, mais bon, tout est possible dans notre société. Donc ce soir, on commence par les nouveaux DPE, par Monsieur Laurent Roquin de Sodiatec. Vous le savez, c'est un de nos partenaires véritablement fidèle. Il y a des années que M. Roquin, avec la société Sodiatec, travaille avec l'UNPI Val-de-Loire à la satisfaction et de l'UNPI Val-de-Loire et des adhérents, et nous sommes heureux de l'accueillir ce soir. Et pour compléter cette information, nous avons demandé à M. Johan Girbaud de venir présenter Artemis. Artemis, c'est véritablement quelque chose d'intelligent qui a été réalisé par la métropole de Tours. Et je dois le dire parce que dans mes interventions devant les adhérents de l'UNPI, j'ai un peu tendance à critiquer ce que font les collectivités locales. Pour une fois où je peux dire que c'est une bonne idée et une bonne pratique, je suis heureux de pouvoir le faire et de montrer ainsi mon ouverture d'esprit. Bon, c'est bien, pourquoi? Parce que depuis des années, nous nous plaignons des difficultés que nous rencontrent les propriétaires, qu'ils soient propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, face à la multiplicité des aides et aux difficultés d'accès pour ces aides. Et Artemis a été créé pour être une plateforme unique permettant d'avoir tous les renseignements. Monsieur Girbaud vous donnera toutes les explications dans la suite de notre soirée. Pour la bonne tenue et la bonne exécution de cette soirée, je vous demande instamment de couper vos micros. Vous coupez vos micros en bas, vous avez le petit micro, vous appuyez dessus et normalement il est barré et c'est terminé. Et je vous demande instamment de couper vos caméras. Je ne voudrais pas que l'incident qui s'est produit lors de notre dernier webinaire se reproduise, c'est-à-dire que quelqu'un ayant oublié de couper sa caméra s'est cru totalement invisible et en raison de la chaleur, c'est légèrement dévêtu devant la caméra. Dans la mesure où non seulement vous êtes vu par un certain nombre de gens si vous le faites, mais en plus, dans la mesure où vous allez être enregistré et donc repassé des centaines de fois, je vous demande instamment, dans la mesure où vous le pouvez, de couper votre caméra. Il y en a encore 2 qui ne sont pas coupées et je vous demande de le faire. Alors la caméra, vous la voyez théoriquement en bas de votre écran et vous appuyez dessus et ça va se terminer. Elle va être supprimée. Il y a encore au moins une caméra qui est branchée, même si on ne voit pas la personne pour l'instant, il faudrait la couper. Voilà, je vous souhaite à tous, après ces préconisations, une excellente soirée et je vous donne directement la parole, Monsieur Roquin, pour votre intervention sur ces nouveaux DPE. Bien, bah, écoutez, je vous remercie. Dans un premier temps, peut-être, est-ce que j'ai bien le contrôle et est-ce que vous voyez tous la présentation qui doit normalement s'afficher? Pouvez-vous me confirmer que c'est bon? Oui. Très bien. Oui. Parfait. Oui. Bien. Bah, écoutez, je vous remercie de nous permettre de vous éclairer ce soir, chers adhérents de l'UNPI, sur cette nouvelle version du diagnostic de performance énergétique. Le diagnostic de performance énergétique, vous en connaissez la teneur. En 2006, son avènement, puisqu'il était obligatoire à la transaction, puis à la location. Il a été, ce DPE, assorti d'une mouture, d'une deuxième mouture en 2017, avec
une modification du moteur de calcul et quelques paramètres qui étaient censés lui apporter de la fiabilisation, mais ce n'était pas encore ça, puisque plusieurs méthodes complètement opposées, la méthode conventionnelle et la méthode des factures, continuaient à cohabiter et donner des résultats qui décrédibilisaient en fait les informations de ce diagnostic de performance énergétique. Il faut savoir que le législateur a prévu dans la loi climat, et résilience, des interactions drastiques pour essayer du coup d'améliorer la performance énergétique de nos bâtiments qui ont une véritable incidence sur les gaz à effet de serre. Et pour ce faire, il a prévu deux chantiers conséquents. Le premier, c'est une nouvelle mouture, une nouvelle version du diagnostic de performance énergétique qui s'applique à compter du 1er juillet 2021 et on va en voir les effets. Et le deuxième volet, eh bien, c'est des contraintes particulièrement importantes quand on est propriétaire bailleur ou quand on est propriétaire vendeur, puisqu'il va y avoir des interdictions de louer et des audits énergétiques obligatoires. Alors, je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet sur les conséquences calendaires et ce qui va se passer du coup à partir depuis déjà le 1er janvier 2021. Les logements étiquetés F ou G, les loyers seront encadrés. Il est dès lors interdit aux propriétaires des logements d'augmenter librement le loyer entre deux locataires sans avoir rénové le bien. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Est-ce qu'à chaque fois, je dois cliquer reprendre le contrôle pour… Non, c'est bon. C'est bon, ça marche, là, c'est bon. Ça marche, d'accord. Ça a avancé. Ah oui, très bien, c'est bon. Merci, parfait. Donc, au 1er janvier 2022, et donc on est là dans les conséquences de la loi de 2019 sur le climat, la loi énergie-climat, qui dit donc qu'au 1er janvier 2022, les publicités et les actes devront afficher l'obligation de travaux, car c'est la nouveauté, les logements qui seront étiquetés F ou G devront faire une obligation de travaux. Au 1er janvier 2023, l'obligation sera faite de mettre en évidence dans les annonces que le logement est considéré comme une passoire énergétique. Et l'objectif de tout ce dispositif, c'est d'éradiquer les passoires énergétiques. Alors, modification calendaire, du coup, 1er janvier 2025, interdiction de mettre en location les logements dont l'étiquette affiche G. C'est donc particulièrement conséquent. C'est une modification qui va s'opérer en deux temps. Pour les consommations supérieures à 450 kWh par mètre carré et par an en énergie finale, en 2023, ce sera en G, et supérieur à 420 kWh par mètre carré et par an en 2025. Bien. Et par ailleurs, en janvier 2028, ça sera l'obligation pour les propriétaires des logements F et G de réaliser des travaux afin d'atteindre au minimum la classe E pour mettre en location leurs biens immobiliers. Comme vous pouvez le constater, ça nous laisse peu de temps pour s'organiser et il va falloir du coup comprendre les enjeux, mais ils sont très clairs. C'est dès lors une contrainte réglementaire. Il ne sera plus possible de mettre en location les logements dont l'étiquette est affichée G, F et G à partir de 2028. Alors, je vous propose d'aborder ici les principales évolutions du DPE V3. Le premier point, et il était appelé en fait des vœux des professionnels du secteur, que ce soit professionnels de l'immobilier ou acteurs du diagnostic de performance énergétique, c'est la suppression de la méthode sur facture. À partir du 1er juillet, il y aura uniformisation des méthodes de calcul, quel que soit le logement et son année de construction. Nous avions l'obligation de faire cohabiter deux méthodes.
Pour les biens d'avant 1949, c'était la méthode sur facture qui s'appliquait. Donc, nous cherchions à recueillir les informations de la consommation du logement qui dépendaient de la façon dont on occupait ce bien. Méthode dite des factures qui n'avait aucune possibilité de simuler des recommandations et bien souvent, nous n'accédions pas à l'historique de ces consommations. Donc, la conséquence de ce DPE sur facture, eh bien, c'était l'émission de DPE vierges qui n'avait aucun sens, bien évidemment. Et dès lors, en fait, c'est la méthode 3CL, c'est-à-dire c'est une méthode qui fait et organise une simulation de la boîte déperditive. Le logement, la maison d'habitation est considéré comme une boîte que l'on va modéliser. Modéliser les murs en déperdition, les planchers, les plafonds, avec des métrages précis, le descriptif le plus précis possible des complexes déperditifs et la modélisation du coup dans cette méthode 3CL de ce qu'est votre logement qui, au final, génère son étiquette de performance énergétique en énergie et en gaz à effet de serre. Donc, c'est l'information principale, c'est la fin des DPE vierges sans étiquette qui existait du fait de l'absence de transmission de facture au diagnostiqueur. Alors, bien évidemment, une des conséquences en temps, en réalisation, c'est que ça va prendre plus de temps pour nous sur le terrain, puisque dans cette nouvelle mouture, par ailleurs, il y a un nombre de données beaucoup plus important à intégrer pour finaliser nos diagnostics. Alors, slide suivante. Il va y avoir une cohabitation de validité des DPE qui sont réalisés avant cette date. Pour tous les DPE qui ont été réalisés avant le 31 décembre 2017, ils seront valables jusqu'au 1er janvier 2023, comme vous pouvez le voir sur cette infographie. DPE réalisés avant le 31 janvier 2017, validité jusqu'au 1er janvier 2023. À partir de cette date, les DPE antérieurement réalisés ne seront plus valables. Pour les DPE réalisés entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2000, entre le 1er janvier 2018 et le 1er juillet 2021, c'est-à-dire voilà, on y arrive enfin là, eh bien ça sera valable jusqu'au 31 décembre 2024 et donc au 1er janvier 2025, les DPE ne seront plus valables. Ça, c'est pour régler la problématique de la cohabitation et des validités des DPE antérieurement réalisées. Je vous propose bien sûr de répondre à toutes vos questions après les présentations, en essayant d'être le plus précis possible, bien sûr, mais avec grand plaisir pour répondre à toutes vos questions. Bien, une des principales évolutions du DPE V3, eh bien, c'est la prise en compte de nouvelles utilisations d'énergie du logement ou du local. Ce n'est plus 3 types d'utilisation, mais maintenant 5, c'est-à-dire on va travailler sur les informations de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de climatisation, d'éclairage et des auxiliaires, comme par exemple la ventilation. Et ce sont donc des consommations par poste qui ressortiront dans les DPE. Une des principales évolutions du DPE, ce sont les documents obligatoires à collecter avant la visite. Et là, ça va être très complexe. Et il faut s'attendre en tant que propriétaire bailleur ou propriétaire vendeur à ce que l'opérateur de diagnostic immobilier sollicite le propriétaire pour obtenir des informations. Et ces informations, elles sont d'ordre, bien sûr, adresse, numéro d'appartement, coordonnées du propriétaire, bien sûr, évidemment. Mais, et c'est prévu du coup dans le dispositif, le propriétaire doit transmettre, s'il les dispose, les plans du bien, la date de permis de construire, les règlements de copropriété, les études thermiques ou les audits énergétiques qui ont été éventuellement précédemment réalisés, les factures de travaux réalisées. Ces informations, bien sûr, factures de travaux, donnent des informations particulièrement intéressantes pour le diagnostiqueur qui les récupère et qui les utilise. Les justificatifs de crédit d'impôt éventuellement collectés,
la surface habitable de la maison, mais pour un bien, pour un logement collectif, il faudra récupérer la surface habitable de l'immeuble. Alors, vous imaginez la complexité. Le législateur, en fait, ne se rend pas compte, en fait, de la difficulté que l'on aura de communiquer avec le syndic pour obtenir toutes ces informations, mais c'est comme ça. Alors, j'ai eu une information ce matin que la DGHUP est en train d'ouvrir la possibilité de travailler sur les tantièmes chauffage ou les tantièmes de copropriété pour s'affranchir de travailler avec la surface habitable de l'immeuble pour tout DPE réalisé dans un immeuble collectif. Bien. Voilà, donc c'est une collecte d'informations nécessaire, préalable à la réalisation de ce diagnostic. Et en absence de ces documents, eh bien, le diagnostiqueur utilisera en fait des données qui seront les plus défavorables. C'est-à-dire que nous collectons des informations, elles doivent être pertinentes et en absence de ces éléments d'information, eh bien, du coup, ce seront les valeurs les plus défavorables. Voilà. Une des nouvelles évolutions de ce DPE, c'est l'opposabilité du DPE. Jusqu'à présent, le diagnostic de performance énergétique n'était qu'informatif et le candidat locataire ou acquéreur ne pouvait se prévaloir des informations qui y figurent pour venir réclamer quelconque dédommagement. C'est désormais plus le cas puisque le nouveau DPE instaure que l'ensemble des données contenues dans le rapport du DPE sont désormais opposables. Hormis bien sûr, enfin pas bien sûr, mais à part les recommandations. Les recommandations qui figureront ne seront pas opposables. Par contre, l'ensemble des données de calcul de l'opérateur de diagnostic eh bien, pourront être utilisées ou les résultats en fait, de l'étiquette et pourront être contestés. C'est-à-dire qu'un locataire pourra essayer d'obtenir des indemnités en cas d'erreur prouvée ou de tromperie éventuelle sur l'ensemble des informations qui sont saisies et qui sont liées à la performance énergétique du bien. Ça va évidemment être compliqué pour les propriétaires, compliqué pour les opérateurs de diagnostic parce que, évidemment, ça va créer des conflits. On imagine, on précise un locataire qu'il va dépenser entre 1 000 et 1 300 euros pour la consommation du coût de son bien. Si sa facture déborde, eh bien, il sera en droit de solliciter les services d'un autre diagnostiqueur pour essayer de comprendre s'il n'y a pas eu une problématique et de chercher à contester pour obtenir des indemnités. Alors, quatrième point de l'évolution, c'est des rapports plus lisibles, plus explicites, mieux exploitables. Donc, il y aura une meilleure lisibilité du rapport, une meilleure compréhension et l'idée, c'est d'aller plus loin en fournissant des appréciations complémentaires sur la performance de l'isolation, sur le confort d'été, sur les différentes parties déperditifs du logement et par ailleurs sur les recommandations d'usage, de gestion et d'entretien. Alors, devez-vous refaire vos DPE? Bien, on l'a vu tout à l'heure sur l'infographie, les DPE qui sont réalisés entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2017 sont valables jusqu'au 31 décembre 2022. Les DPE qui sont réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valables jusqu'au 31 décembre 2024. Bien sûr, les DPE qui sont réalisés à partir du 1er juillet 2021 ont une durée de validité de 10 ans. Alors, devez-vous refaire vos DPE? Les DPE vierges sans étiquette ou les DPE avec méthode dite des factures sont valables dans les validités en fait, du tableau que l'on a vu précédemment. À partir du 1er juillet, les anciens DPE, bien sûr, seront toujours valables, mais ils ne seront pas opposables, ce qui amoindrit leur valeur juridique pour les différentes parties prenantes. Et on conseille aux professionnels de l'immobilier, dès le 1er juillet 2021, d'ajouter la mention
DPE réalisé suivant l'ancienne méthode version 2, DPE réalisé suivant la nouvelle méthode version 3 applicable au 1er juillet 2021. Présentation du nouveau DPE. Alors, une des grandes nouveautés, et vous allez comprendre la complexité qui en découle, c'est que la nouvelle étiquette s'appuie sur le pire des deux valeurs entre l'énergie et le gaz à effet de serre. C'est-à-dire que la classification de l'étiquette, elle est à double entrée. On prendra le pire des résultats entre l'équivalent de gaz à effet de serre et les kilowattheures par mètre carré et par an, mesurés au travers de la modélisation du logement. Voilà, et donc c'est la classification finale, la note F, G, retiendra le plus défavorable des deux étiquettes. C'est donc une modification conséquente. L'étiquette, en fait, elle est assujettie à une double entrée entre l'énergie et les gaz à effet de serre. Je vous donne un exemple. Un logement classé E par le calcul 326 kWh par mètre carré et par an, avec un équivalent de gaz à effet de serre à 73 classé en F. Résultat de l'étiquette finale, classement F. C'est la loi du double entrée. Voilà. J'espère avoir été clair sur cet exemple et sur l'explication du double seuil. Voilà, je vous propose de faire un petit éclairage, une petite présentation du coup sur ce que sera les visuels du nouveau diagnostic de performance énergétique, notamment par exemple où on aura une fourchette. Hop, excusez-moi, alors attendez, là j'ai perdu le contrôle. Je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai plus le contrôle là. Normalement, ah voilà, c'est bon, ça y est, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon, pardon. Voilà, donc un petit zoom en fait sur ce que sera demain. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui… Vous avancez là, oui. Il y a quelqu'un qui a pris le contrôle. Attendez. Voilà. Bien. Très bien, j'ai plus mon petit curseur. Bon, c'est pas grave, écoutez. Là, j'ai le contrôle, là, si vous voulez, je l'ai repris. Non, ben là, ça y est, voilà. ça doit être bon. Oui, c'est bon, là, c'est moi. Oui, voilà. Très bien. Bien, voilà. Donc, un petit zoom pour vous montrer, en fait, que l'estimation des coûts annuels d'énergie sera présentée sous la forme d'une fourchette. Voilà, pour l'exemple standardisé, là, c'est entre 2620 € et 3560 €. Alors, vous voyez, c'est assez large, mais voilà, donc c'est un des éléments visuels de ce des nouveaux rendus, des nouveaux rapports. Bien, par ailleurs, vous aurez et vous pourrez appréhender en fait les montants et les consommations annuelles d'énergie par typologie d'usage avec un tableau sur les consommations d'énergie et les frais annuels d'énergie. Alors là, on voit dans cet exemple que le chauffage va représenter 67% des dépenses avec une fourchette comprise entre 1 700 et 2 370 €. Voilà, par exemple, un élément qui devient opposable. C'est-à-dire que un locataire qui se rend compte qu'il sort de cette fourchette, eh bien, il peut commencer à s'inquiéter et essayer de comprendre pourquoi il sort de cette fourchette et, le cas échéant, venir demander des éléments d'explication auprès du propriétaire. Au chaude sanitaire, on voit une fourchette pareil entre 750 et 1030 €, représentant 29% de la répartition des dépenses. Voilà, tout ça pour dire que la présentation visuelle de ce nouveau DPE a été pensée pour être un peu mieux
comment dire, compréhensible, on y voit par exemple un schéma des déperditions, mais approprié au logement. On pourra comprendre que 34% de mes déperditions s'effectuent par la toiture, par la ventilation, par les portes et fenêtres, par les murs, par les différents pans thermiques ou par le plancher bas. Par ailleurs, la performance de l'isolation sera assortie d'une infographie insuffisante, moyenne, bonne, très bonne. Voilà. Donc, des éléments visuels de ce nouveau DPE. Et par ailleurs, le confort d'été, on pourra voir un émoticône insuffisant, moyen ou bon, et des éléments en fait qui sont censés être pédagogiques, plus clairs, à destination des utilisateurs. Alors, pardon, mais j'ai du mal à aller sur ma… Ah voilà, ça y est, c'est bon. Nouveau zoom en fait sur ce que sera le futur rapport. Une approche sur la vue d'ensemble du bâtiment. Au niveau des murs, la description de ce qui représente du coup les parois et le mur de ce logement, avec l'isolation classée insuffisante. Le plancher bas, dans cet exemple, qui est isolé et qui du coup a une bonne caractéristique. Voilà, donc des informations par code couleur de la qualité d'isolation sont prévues dans la restitution de nos rapports. Bien, voilà un exemple de recommandation. Il va être nécessaire pour nous, opérateurs, de définir des travaux essentiels, ceux qui permettront de sortir en fait de la passoire, de rendre en fait cette passoire énergétique en un logement acceptable, arriver à minima à sortir de l'étiquette F ou G. Voilà ce qui est de l'ordre des travaux essentiels, un bouquet de travaux, bien évidemment. On assortira des recommandations qui permettront, en fait, dans ce bouquet de travaux, eh bien, d'arriver à sortir de cette indécence énergétique. Voilà. Pardon, j'ai des petits soucis encore. Voilà, c'est bon, ça y est. Voilà un exemple de recommandation en état actuel. L'étiquette est en G. Le premier bouquet de travaux, les travaux essentiels, sont destinés à sortir de l'étiquette F ou G, d'arriver à minima en E. Et le deuxième, en fait, la deuxième étape de recommandation seront destinés à essayer d'obtenir le classement A ou B et enfin permettre aux propriétaires eh bien, d'estimer le coût nécessaire à une très très bonne performance énergétique. Voilà, j'en ai presque terminé avec cette présentation succincte et j'ai conscience du coup qu'on a peut-être été très rapide dans cet exposé. Je m'en excuse. C'est complexe et je peux vous garantir que nous, professionnels du diagnostic immobilier, nous sommes outrés et nous nous sommes battus bec et ongles pour essayer de demander le report de cette contrainte réglementaire, car figurez-vous que les éditeurs de logiciels ne sont pas encore prêts et n'ont pas encore fiabilisé du coup les résultats de leur logiciel. Et le législateur en fait a tenu mais bec et ongles à ce que cette date de 1er juillet soit maintenue, alors même que l'ensemble des professionnels réunis, professionnels de l'immobilier, associations de défense de consommateurs, fédération des diagnostiqueurs immobiliers, tout le monde a essayé de faire comprendre que dans l'urgence et la précipitation, eh bien, c'est l'incompréhension qui règne. Eh bien, mordicus, le législateur a maintenu, et donc au 1er juillet, ces dispositions s'appliquent. Une dernière slide pour vous parler de l'audit énergétique, car c'est également la nouveauté qui résulte de tout ça, c'est que lorsque l'on aura fait un DPE qui sera classé
en F ou en G, il sera assorti une obligation de procéder à un audit énergétique dont le contenu sera défini par décret et qui devra permettre en fait de définir les modalités de sa réalisation, les objectifs, la méthode, quel professionnel habilité à le réaliser, le format de restitution et les délais. Cette obligation de réaliser un audit énergétique, elle sera obligatoire pour les transactions ou pour les locations immobilières. Voilà, il est possible que l'acteur du diagnostic de performance énergétique et l'acteur de l'audit, celui qui viendra accompagner un peu plus en profondeur son client propriétaire, à travailler sur le bouquet de travaux, à essayer de recueillir les crédits d'impôt, se faire accompagner pour améliorer la performance de son logement. Ça sera l'objectif de l'audit énergétique. Et j'en ai fini de notre présentation et je vous remercie pour votre écoute. Merci, monsieur Requin, pour ces informations. Je suis, à titre personnel et en tant que président de l'UNPI Val-de-Loire, je suis absolument scandalisé par ces atteintes aux droits de propriété que vous venez de nous décrire, notamment dans vos derniers propos sur l'audit énergétique. On se demande où ça va s'arrêter et où l'immixtion de l'État et de la puissance publique dans les relations contractuelles entre propriétaires et locataires va s'arrêter. Certains de vos auditeurs, Monsieur Rat, si vous pouviez couper votre caméra. Les besoins vitaux des populations locales sont parfois trop importants pour qu'on puisse empêcher la survie. Est-ce que vous pouvez couper votre caméra, Monsieur Rat, s'il vous plaît? Donc, je crains que Monsieur... Voilà. Je vais maintenant arrêter mes jérémiades sur les atteintes aux droits de propriété et vous présenter Monsieur Johan Girbaud qui va maintenant vous indiquer ce qu'a fait la métropole de Tours pour essayer d'aider les malheureux propriétaires dans cette situation qui est la leur, en leur permettant plus facilement d'avoir accès aux aides. Monsieur Girbaud, bienvenue à notre réunion de ce soir, bienvenue à l'UNPI Val-de-Loire et à vous la parole pour votre intervention. Les questions seront prises en fin d'intervention de Monsieur Girbaud. Je vous remercie, Monsieur Grognard. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir ce soir pour cette présentation. Donc, en effet, je vais vous présenter le service Artemis. Alors, je vais essayer de prendre le contrôle également. Et Madame, vous me direz si ça fonctionne ou pas. Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de... Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. J'ai pris le contrôle. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter le service Artemis. Donc, le service Artemis, c'est un nouveau service qui a été mis en place au 1er janvier 2020 par la métropole de Tours, avec comme objectif d'apporter un conseil dans le cadre de la rénovation de l'habitat auprès des propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et copropriétés. Et comme vous allez le voir, donc est-ce que du coup ça passe bien à la diapositive suivante? Oui, je pense, là. C'est bon, oui. Vous avez la deuxième diapositive. Oui, oui. Ok, donc là, je vous ai remis rapidement la carte du territoire de Tours Métropole, puisque je ne suis pas sans savoir que l'UNPI ne s'adresse pas qu'aux propriétaires présents sur le territoire de Tours Métropole, mais du coup, le service que je vous présente là est un service qui est vraiment dédié aux 22 communes qui font partie de Tours Métropole. Voilà. Donc c'est un service qui avait qui a été créé par Tours Métropole parce que, en fait, comme l'a précisé Maître Grognard lors des propos introductifs, il y a eu un constat qui a été fait dans le cadre des politiques publiques en termes de logement portés par Tours Métropole, qui était que le parcours de rénovation pour un particulier, qu'il soit occupant, bailleur ou en copropriété, était complexe au travers du méli-mélo ou du parcours avec un nombre d'acteurs très important, à la fois sur le rôle de conseil, mais sur le rôle des aides financières, et du coup que ça ne facilitait pas la réalisation des travaux.
Donc, dans ce cadre-là, la métropole de Tours a décidé de créer ce service-là, porté en interne de ces services et avec vocation de simplifier ce parcours pour les ménages en leur permettant d'avoir un seul interlocuteur, en fait un petit peu un guichet unique. Et ce guichet unique, du coup, c'est Artemis. Donc, c'est un service qui est gratuit, qui s'adresse à tous les propriétaires. Il n'y a pas de conditions de ressources pour pouvoir bénéficier, en tout cas, du conseil que peut apporter le service Artemis à la population. Et quel que soit le projet, le service, c'est un service de conseil à la rénovation de l'habitat. Il s'avère que dans les sollicitations que nous recevons, c'est 90%, voire 95% de nos sollicitations, c'est sur de la rénovation énergétique. Et après, on fait le relais également sur les sujets en termes d'adaptation des logements, notamment adaptation à un handicap ou adaptation à un vieillissement, par exemple une problématique de plus de capacité à monter dans sa baignoire ou ce genre de choses. Et également, on peut également intervenir sur le traitement et l'accompagnement, enfin du coup pas le traitement, mais plutôt l'accompagnement des situations d'habitat dégradé ou qui se retrouvent, selon les grilles de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, en habitat dégradé ou insalubre. Voilà. Donc là, on a également vocation à pouvoir également accompagner ces situations-là. Les réponses qui sont apportées donc par le service Artemis, c'est à la fois des réponses techniques, donc sur le volet des différents travaux que les particuliers propriétaires peuvent réaliser dans leur logement, à savoir par exemple sur les questions de rénovation énergétique, à savoir quel scénario est le plus adapté pour réduire ses consommations énergétiques, savoir si c'est l'isolation, si c'est le système de chauffage, etc. Donc ça vient en complémentarité bien entendu des propos qui ont été présentés juste avant sur notamment la question du DPE, puisque le DPE peut vous proposer des projets, des premières préconisations. Et là, l'idée, c'est de pouvoir apporter vraiment le conseil technique vers la réalisation de ces travaux-là. Sur le volet financier, donc notamment sur la question des dispositifs financiers existants, s'il existe des dispositifs financiers ou pas pour les travaux en question, et en fonction, puisque là, pour le coup, sur les volets financiers, ça va dépendre de différents critères, je vais y revenir plus tard. Bien entendu, Tours Métropole apporte également des aides financières, puisque Tours Métropole est délégataire des aides de l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Donc, du coup, on connaît bien ces aides-là. Et Tours Métropole apporte également des aides complémentaires, principalement à destination des ménages modestes et très modestes, et également des propriétaires bailleurs. Mais on va y revenir dans le cadre des dispositifs un peu plus tard. Et puis également, l'idée, c'est de travailler à une meilleure interface entre les propriétaires, les particuliers et les professionnels du bâtiment qui réalisent les travaux, en sachant qu'aujourd'hui, en période Covid, suite au Covid, on a un vrai sujet sur cette question-là, à savoir que aujourd'hui, les professionnels du bâtiment sont très, très, très fortement sollicités. Et donc, du coup, les délais d'intervention des professionnels du bâtiment sont assez longs. Voilà, je vais poursuivre. Alors là, vous avez un petit schéma qui vous explique un petit peu le process d'accompagnement d'Artemis. Donc, le process d'accompagnement d'Artemis, c'est qu'un propriétaire contacte Artemis soit par téléphone, soit par email, soit peut prendre une première part d'informations sur le site internet de la métropole. Une fois que ce contact est établi, du coup, nous, on accompagne dans la réalisation du projet. Donc, c'est des informations personnalisées en fonction du projet. Si l'information est ponctuelle, ça peut se traiter par téléphone. S'il s'avère que l'idée, c'est de réaliser un projet de travaux un peu plus conséquent, on peut réaliser ça sous forme de rendez-vous avec un conseiller dans nos locaux. Donc, nous sommes situés aux Deux Lions à Tours. Et puis après, pour les propriétaires occupants qui rentrent dans certains dispositifs, notamment dans les dispositifs de l'ANA, mais pas exclusivement, les propriétaires de maisons individuelles notamment, et également pour l'accompagnement des copropriétés, on va pouvoir réaliser des visites à domicile en fonction du projet, à savoir s'il atteint un certain niveau de volume de travaux, de performance énergétique. Ensuite, l'identification de ces scénarios va permettre d'apporter également la définition des professionnels qu'il va falloir aller contacter. Donc, on va vous accompagner sur l'identification des corps de métier qu'il faut contacter. Et puis ensuite, on peut accompagner sur l'analyse des devis et puis le montage des plans de financement pour les propriétaires modestes et très modestes et les propriétaires bailleurs également. Voilà.
Et puis voilà, donc ça c'était ce que je disais. Et puis l'idée qu'on a, bon pour l'instant on n'en est pas encore à ce stade-là puisque du coup Artemis existe depuis 1 an, c'est de pouvoir également accompagner les propriétaires dans l'évaluation de la performance énergétique via le suivi des consommations énergétiques. Alors ça, l'objectif n'est pas de refaire un DPE une fois que les travaux sont réalisés, mais de pouvoir voir que lorsqu'on a des consommations énergétiques, avant travaux et après travaux, de voir l'évolution de ces consommations énergétiques, puisqu'il y a un phénomène qui est très classique lorsqu'on fait des travaux de consommation énergétique, c'est que les consommations ne baissent pas forcément, c'est ce qu'on appelle un effet rebond lié à différents facteurs, notamment la température dans le logement, ou aux équipements qui sont présents dans le logement qui peuvent potentiellement consommer un peu plus. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir également accompagner cela dans les usages du logement. Maintenant, je vais vous faire un petit point sur, une fois que j'ai présenté Artemis et sur l'accompagnement de manière très synthétique de Artemis, l'idée c'est de vous présenter également, à la demande de Maître Grognard, c'était de vous présenter les aides à la rénovation de l'habitat. Donc, c'est un sujet qui est complexe puisqu'il existe un grand nombre de dispositifs au niveau national et au niveau local. Et c'est notamment dans ce cadre-là qu'Artemis a toute sa place parce que Artemis a la capacité de pouvoir vous accompagner en fonction du projet précis que vous avez vers le bon dispositif financier. Donc là, vous le voyez, il y a des catégories en termes de revenus qui sont indiquées, puisque en fait, les dispositifs financiers, aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020, sont conditionnés en fait en fonction de classes de revenus. Donc on a 4 classes de revenus qui sont les revenus modestes, revenus très modestes, revenus intermédiaires et revenus supérieurs. Juste après, je vous présenterai le graphique. On a un socle commun d'aide financière, donc, qui n'est pas d'aide financière, mais un socle commun de dispositifs financiers qui est la TVA à 5,5 pour les travaux en termes de rénovation énergétique et la possibilité de bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro pour tous les propriétaires. Un autre dispositif également qui est important à prendre en compte, c'est que le crédit d'impôt qui était précédemment le dispositif financier jusqu'au 31 décembre 2021 a disparu au 31 décembre 2021 et a été remplacé pour l'ensemble des propriétaires par le dispositif MaPrimeRénov'. Donc aujourd'hui, vous avez principalement en termes d'aide financière 3 dispositifs existants qui ne sont pas forcément cumulables et donc je vais vous présenter ça, c'est MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie et le dispositif Habiter mieux pour les questions de rénovation énergétique. Du coup, j'ai peut-être fait une erreur également, moi. Voilà. La première chose qu'il faut bien noter dans le cadre des dispositifs financiers, c'est que les dispositifs financiers, ils s'appuient sur des conditions indispensables à prendre en compte, en termes de critères d'éligibilité. Ce sont les critères à la fois techniques, donc ça veut dire notamment en termes de rénovation énergétique, à la performance des matériaux qui sont mis en œuvre ou à la performance des équipements qui sont mis en œuvre. Donc matériaux, c'est-à-dire un matériau d'isolation doit respecter un certain critère de performance ou par exemple la mise en place d'une nouvelle chaudière doit respecter également des critères de performance. Des critères administratifs, puisque également certains travaux nécessitent des autorisations de travaux ou des permis de construire en fonction de la catégorie des travaux. Ou également le fait que les critères administratifs, c'est-à-dire de déposer des demandes d'aide financière avant la réalisation des travaux, c'est un indispensable. Le fait d'avoir le revenu fiscal de référence, ça c'est pour pouvoir savoir dans quelle catégorie de revenus vous êtes situé. Et enfin, concernant les travaux de rénovation énergétique, ça nécessite également de faire appel à des artisans qui sont certifiés RGE, donc reconnus garants de l'environnement. Je vous présente là, mais du coup, vous aurez le support plus tard, donc je ne vais pas m'y attarder forcément, mais il y a les plafonds de ressources. Donc, en fait, les plafonds de ressources, ils sont calculés sur le revenu fiscal de référence que vous pouvez trouver sur votre avis d'imposition. Et du coup, dans les 4 catégories que j'ai précédemment expliquées, donc très modeste, intermédiaire et revenu supérieur. Et donc, du coup, en fonction du nombre de personnes présentes dans le ménage, c'est comme ça qu'on va calculer, à savoir le revenu, la catégorie dans laquelle vous êtes situé. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple. Si vous avez un revenu de 26 000 € pour 2 personnes, vous êtes considéré dans la catégorie de revenus ménage au revenu que vous êtes entre le ménage au revenu très modeste, dont le seuil est inférieur, il faut être inférieur à 21 760 €,
et entre le seuil de 27 896 €, qui est le seuil supérieur pour les revenus modestes. Voilà, c'était juste pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce tableau-là. Donc après, vous pourrez regarder comment vous vous situez, mais du coup, ça vous explique un petit peu la situation sur les plafonds de ressources pour l'Indre-et-Loire, puisqu'il y a également une information qu'il faut prendre en compte, c'est que vous avez deux types de plafonds de ressources. Vous avez le plafond de ressources pour l'Île-de-France et le plafond de ressources pour le reste du territoire français. Donc là, j'ai pris uniquement les plafonds de ressources sur le département de l'Indre-et-Loire, donc pour le reste du territoire français. Mais par exemple, si votre résidence fiscale est située en Île-de-France, il faudra appliquer les plafonds de ressources de l'Île-de-France. Voilà. Alors, la première aide financière, qui est en fait l'aide socle au niveau national et qui remplace notamment le crédit d'impôt, c'est la nouvelle aide financière qui s'appelle MaPrimeRénov', qui est éligible depuis le 1er janvier 2020 aux ménages modestes et très modestes, et depuis le 1er janvier 2021 à l'ensemble des ménages modestes, très modestes, intermédiaires et revenus supérieurs, pour les propriétaires occupants, et dont la plateforme de saisie de la demande d'aide financière s'ouvre au 1er juillet 2021 pour les propriétaires bailleurs. Bon, il faut être vigilant, la plateforme n'est pas très stable, elle est assez complexe à saisir, c'est géré au niveau national, donc nous on n'a pas la main dessus. Mais en gros, si vous êtes propriétaire bailleur et que vous attendez le 1er juillet pour faire votre demande, je vous inviterai plutôt à attendre encore un petit peu, parce que je pense que le 1er juillet, elle risque d'être prise d'assaut et que du coup, elle risque de ne pas tenir le coup. Voilà. L'aide forfaitaire, donc cette aide de MaPrimeRénov', c'est une aide forfaitaire. Donc c'est une aide qui est gérée par l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat au niveau national. Elle fonctionne sous forme de prime forfaitaire, soit par poste de travaux, soit sur un forfait de rénovation globale. Elle est dégressive en fonction des revenus, à savoir qu'un ménage très modeste va bénéficier de plus d'aide financière qu'un ménage modeste, qui lui-même bénéficiera plus d'aide financière qu'un ménage intermédiaire, et à savoir que les ménages aux revenus supérieurs vont, eux, plutôt bénéficier de primes forfaitaires sur très peu de travaux en termes de postes de travaux, mais pourront bénéficier peut-être potentiellement d'une aide plus importante sur le forfait rénovation globale. Donc, comme je l'ai précisé précédemment, ça remplace le crédit d'impôt. Les conditions d'obtention, c'est propriétaire occupant, nouvel acquéreur, usufruitier ou logé à titre gratuit. Pour les propriétaires bailleurs également, la seule contrainte supplémentaire pour les propriétaires bailleurs, c'est qu'il faut un engagement sur 5 ans de louer en tant que résidence principale le logement. Le logement doit avoir plus de 2 ans pour pouvoir bénéficier de cette aide. L'aide, elle fonctionne de la manière suivante, c'est que comme le crédit d'impôt précédemment, on a un plafond d'aide maximale qui est fixée sur une période donnée. Et là, la période donnée, c'est 5 ans. Donc, cette aide maximale, elle est de 20 000 € par logement. Et on ne peut pas bénéficier de cette aide sur plus de 3 logements locatifs. Voilà. Dans la limite de 20 000 € toujours par logement. Donc, ça peut monter jusqu'à un plafond de travaux de 60 000 € sur 3 logements locatifs. Les étapes d'une demande d'aide, la première chose, c'est déjà bien définir quel type de travaux il faut réaliser. Donc ça, Artemis peut accompagner à ce titre-là. Ensuite, c'est de réaliser des devis, de valider ces devis-là en termes de critères techniques notamment, c'est-à-dire la performance des isolants ou la performance du système de chauffage qui est mis en œuvre et qui permet de réaliser les travaux. Une fois que ces devis sont réalisés, que vous avez sélectionné l'entreprise avec laquelle vous voulez passer, il faut faire la demande sur le site internet maprimerenov.gouv.fr. J'insiste sur le .gouv.fr puisqu'aujourd'hui, vous trouvez sur Internet de nombreux sites fictifs qui ne sont pas des sites réels du gouvernement. Donc, il faut bien faire attention, c'est bien maprimerenov.gouv.fr. Et cette demande, elle est à faire avant le démarrage des travaux. C'est vraiment important. Une fois que vous avez fait cette demande sur le site internet, vous allez recevoir, donc il va y avoir un délai de traitement, vous allez recevoir normalement dans un délai de 10 à 15 jours, un mail vous indiquant que vous pouvez démarrer vos travaux. Donc là, à partir du moment où vous avez reçu ce mail-là de notification d'attribution, vous allez pouvoir réaliser vos travaux. Une fois que les travaux sont réalisés, il faut se reconnecter au site internet maprimerenov.gouv.fr afin de transmettre les factures et les pièces justificatives pour demander le paiement de l'aide financière. Et ensuite, la prime rénov' est donc réceptionnée par virement bancaire directement sur le compte du bénéficiaire. En termes d'aide, l'aide, elle se porte, donc comme je le précisais, il y a 2 forfaits, soit les primes forfaitaires, soit le forfait rénovation globale. L'aide forfait rénovation globale, elle nécessite que le volume de travaux, enfin la réalisation des travaux vous permette d'obtenir
un gain de 55% d'économie d'énergie. Ça sous-entend qu'il faut réaliser un audit énergétique en amont de la réalisation de ces travaux. Et cet audit énergétique va vous permettre de définir, la consommation énergétique avant travaux, l'état initial du logement, et le scénario de travaux qui vous permettra d'atteindre 55% d'économie d'énergie. Donc cet audit énergétique, il peut être financé dans le cadre du forfait de MaPrimeRénov', sauf pour les ménages aux revenus supérieurs, comme vous le voyez sur le tableau. Il n'y a que les ménages très modestes à intermédiaires qui peuvent en bénéficier de cette prime pour la réalisation de cet audit énergétique. Donc là, vous le voyez, le forfait rénovation globale, il s'applique exclusivement par contre aux ménages intermédiaires et supérieurs, puisque lorsqu'on est dans le cadre lorsqu'on est ménage modeste ou très modeste, on va les accompagner dans un autre dispositif qui s'appelle Habiter mieux sérénité. Au forfait rénovation globale, donc une subvention qui peut aller de 3 500 € à 7 000 €, il va pouvoir s'assortir également des bonus. Le bonus sortie de passoire énergétique, comme le précisait tout à l'heure la question sur le DPE, quand vous êtes classé en F ou en G, vous êtes considéré comme une passoire énergétique au titre de ce que le gouvernement a décidé. Et donc à partir de ce moment-là, si vous sortez, si vous avez un logement en état initial qui est en F et en G et que vous arrivez à faire sortir ce logement de cette classe énergétique, vous allez avoir un bonus qui va être de 500 à 1 000 €. De même, si du coup vous arrivez à atteindre, grâce au volume aux travaux que vous allez réaliser, le bonus, la classe énergétique A ou B, il va y avoir un nouveau bonus qui va s'appliquer, le bonus BBC, qui permet également d'avoir une prime supplémentaire de 500 à 1 000 € pour ménages intermédiaires ou supérieurs. En sachant que ces bonus sortis de passoire et bonus basse consommation énergétique peuvent s'appliquer également sur les ménages modestes et très modestes. Ça, c'était pour le forfait rénovation globale. Il y a également les primes forfaitaires. Les primes forfaitaires, du coup, c'est en fonction des travaux qui sont réalisés. Et donc là, c'est pour faire des travaux de manière plus poste par poste, de manière plus ponctuelle. Si vous ne souhaitez par exemple, isoler que la toiture de votre logement ou que les murs de votre logement ou que faire un système de changement, changer un système de chauffage, là, on va appliquer les primes forfaitaires. Là, du coup, les primes forfaitaires, en fonction de la même manière de la catégorie de revenus, de très modeste à supérieur, vous n'allez pas avoir le même montant de prime, et à savoir notamment, et ça c'est important quand même de le préciser, que pour les ménages intermédiaires et supérieurs, les primes ne seront pas les mêmes et elles ne seront pas sur tous les postes de travaux. Elles seront principalement sur les postes de travaux permettant d'isoler le logement pour les ménages supérieurs, donc isolation thermique des murs par l'intérieur ou des murs par l'extérieur ou de la toiture ou d'une toiture terrasse. Et pour les ménages intermédiaires, à la fois sur l'isolation des parois opaques, mais également des systèmes de chauffage au bois, donc pompe à chaleur et poêle à bois par exemple. Ne sont pas éligibles aux primes forfaitaires l'isolation des combles perdus. Sur un plancher de combles perdus, vous ne pourrez pas bénéficier d'aide financière dans le cadre de MaPrimeRénov', puisque c'est financé par les certificats d'économie d'énergie. L'isolation des planchers plats également, et le remplacement d'un double vitrage ancien. La mise en place d'un double vitrage ne peut se faire, l'aide financière ne peut s'appliquer que lorsque c'est pour remplacer un simple vitrage, et ça s'applique exclusivement sur les ménages modestes et très modestes. Donc ça, c'était le premier dispositif, MaPrimeRénov', qui est cumulable avec un deuxième dispositif qui est les certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie, c'est un dispositif qui est en fait sur le principe des pollueurs-payeurs, qui a été créé par le gouvernement en fait pour inciter les fournisseurs d'énergie, donc EDF, Engie, Total Direct Energy, les grandes surfaces qui sont des stations-service, à faire des économies d'énergie à leurs clients, et du coup ils peuvent en fait valoriser les travaux qui sont réalisés chez vous sous forme de primes qui sont sous forme de certificats d'économie d'énergie. C'est de nouveau pour les logements de plus de 2 ans et ils sont éligibles tous les propriétaires, qu'ils soient occupants, bailleurs, même locataires ou occupants à titre gratuit. Le montant des primes, elles sont par poste de travaux et elles varient en fonction du type de travaux, et elles vont en fonction du montant des travaux pouvoir monter de 5 à 30% du montant des travaux. Mais ça, en fait, il faut faire la simulation au cas par cas en fonction du type de chauffage déjà existant dans le logement, du département, des conditions de ressources pour savoir exactement le montant. Donc, je ne peux pas vous donner de montant précis. Il y a également sur le système des certificats d'économie d'énergie la possibilité d'avoir une prime rénovation globale
Pour cela, pour cette prime rénovation globale, il faut que le scénario de travaux entre l'état initial et le scénario de travaux permette de faire 35% d'économie d'énergie. Et c'est bonifié s'il y a plus de 50% d'économie d'énergie. Et il ne faut pas avoir de recours au gaz ou au fioul, puisque comme vous le savez, l'État a également fixé bientôt l'interdiction d'avoir recours notamment au fioul dans les logements. Et là, du coup, la prime va s'élever de 3 à 10% du montant des travaux en fonction des travaux réalisés. Cette aide, elle peut être obtenue de deux manières. La première manière, c'est soit directement valorisée par l'artisan, c'est-à-dire que l'artisan qui va vous réaliser les travaux déduit le montant des certificats d'économie d'énergie directement sur le devis et sur la facture, enfin sur le devis, ce qui fait que du coup, ça fait que le devis est un peu moins cher que ce qui était prévu au départ, puisqu'il valorise ces certificats d'économie d'énergie. La deuxième option, qui est l'option la plus complexe et qui demande un délai, une démarche administrative un peu plus lourde pour le propriétaire, c'est de faire lui-même sa demande auprès des fournisseurs d'énergie. Donc, il faut faire une simulation auprès des fournisseurs d'énergie, comparer les offres, choisir le fournisseur qui paraît le plus important, monter un dossier auprès de ce fournisseur absolument avant la signature des devis, parce que si le devis est signé, vous ne pourrez pas obtenir les certificats d'économie d'énergie. Une fois que le professionnel a accepté votre dossier, signer le devis, faire les travaux, et en fin de travaux, joindre les justificatifs pour récupérer l'aide. Donc c'est un peu complexe, et souvent les fournisseurs d'énergie ont leurs propres moyens de vérification en interne, et donc du coup on a un peu de mal à être sûr d'avoir cette aide-là. Donc l'avantage de passer dans ce cadre-là, c'est que vous pouvez comparer les offres. L'inconvénient, c'est que vous n'êtes pas sûr à 100% d'obtenir l'aide. Par contre, via la valorisation de l'artisan, normalement, vous obtenez directement l'aide puisqu'elle est déduite de votre devis et de votre facture. L'aide suivante qui existe, c'est une aide du coup qui est l'aide de l'ANA Habiter mieux Sérénité. Ce dispositif d'aide, il s'adresse aux propriétaires occupants avec conditions de ressources, les ménages modestes et très modestes, selon le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, ou aux propriétaires bailleurs sans conditions de ressources, mais avec des conditions complémentaires que je vais vous présenter juste après. Les conditions principales qui sont communes aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs, c'est que les travaux doivent permettre de faire plus de 35% d'économie d'énergie, que le logement doit être occupé à titre de résidence principale, que le bien doit avoir plus de 15 ans à la date de la demande, et que les travaux doivent permettre d'atteindre au moins l'étiquette énergétique D. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester en étiquette énergétique E ou en étiquette énergétique F. Pour les propriétaires occupants, la subvention, elle va s'élever. Alors, c'est la subvention globale, c'est-à-dire entre ce que l'ANA au niveau national va apporter et ce que Tours Métropole va apporter en complémentarité, puisque là, en fait, la Tours Métropole va apporter des aides complémentaires dans le cadre du dispositif Habiter mieux. Donc, cette aide, elle va s'élever de 55 à 80% si vous êtes en fonction de si vous êtes un ménage modeste ou si vous êtes un ménage très modeste et des travaux réalisés. Les plafonds de travaux, c'est 30 000 € hors taxe. Et vous avez des primes complémentaires qui peuvent être mobilisables, prime Habiter mieux de 1 500 €, sortie de passoire énergétique et basse consommation également. Je ne vous les détaille pas toutes, mais en fait, de toute manière, Artémis accompagne de A à Z ces dossiers-là, puisque c'est Artémis qui monte ces dossiers Habiter mieux. Et donc, ça permet en fait de vraiment avoir le montant exact en fonction des scénarios de travaux. L'accompagnement, donc c'est ce que je disais juste en dessous, l'accompagnement il est obligatoire par Artémis, ça nécessite un rendez-vous téléphonique avec le conseiller afin d'analyser le projet et l'éligibilité du ménage, une visite technique qui est réalisée afin de réaliser un état initial du logement avec les consommations énergétiques avant travaux. Ensuite, des scénarios de travaux, dont un qui doit être au moins à moins 35% d'économie d'énergie, c'est ce que je précisais précédemment. Et ensuite, Artémis accompagne l'accompagnement technique, analyse des devis, validation des devis, l'accompagnement financier, puisque c'est Artémis qui monte le dossier de financement auprès de l'ANA, et le dossier administratif qui est déposé par Artémis auprès de l'ANA, et ensuite les demandes d'acompte, les demandes de solde des aides sont également gérées par Artémis. Dans le cadre de, donc voilà, je précisais, l'étiquette doit être au minimum de D. Par contre, cette aide Habiter mieux Sérénité, forcément, elle n'est pas cumulable avec MaPrimeRénov' et avec les certificats d'économie d'énergie. Alors, du coup, je suis allé un peu loin, de nouveau, en effet, parce qu'en fait, voilà. Pour les propriétaires bailleurs, la subvention, elle va s'élever jusqu'à 50% du montant hors taxe des travaux sur un plafond de travaux éligibles de 60 000 € hors taxe,
avec ensuite d'autres limites qui sont la limite de 750 € hors taxe par mètre carré de logement et par 80 par 80 mètres carrés de logement. Et on peut également de nouveau mobiliser des primes complémentaires qui vont être les mêmes primes que les propriétaires occupants, donc primes basse consommation, primes sortie de passoire énergétique et habiter mieux, mais également d'autres primes telles que si le logement était vacant depuis plus de 2 ans, une prime à la sortie de vacances de 3 000 €, des primes si vous passez par l'intermédiation locative, etc. Donc tout ça, je ne le détaille pas non plus de manière très précise là dans la présentation, mais Artemis, lorsqu'on étudie le projet avec vous, on vous explique tous ces éléments-là. Et également, vous pouvez bénéficier d'avantages fiscaux de 2 ordres. Le premier, c'est dans le cadre du déficit foncier que vous pouvez bénéficier, mais également dans les dispositifs COS ou Malraux, à travers, notamment dans le cadre du dispositif COS, puisqu'en fait, le fait de faire des travaux à travers Habiter Mieux Sérénité impose le conventionnement, c'est les conditions propriétaires bailleurs complémentaires que je présente juste en dessous. Du coup, il faut conventionner avec l'ANA sur une durée de 9 ans à loyer maîtrisé, soit un montant de loyer intermédiaire, soit le loyer social, soit le loyer très social. Et du coup, c'est ça qui joue aussi sur le montant des aides. Enfin, sur le montant, non pas des aides, mais des avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier dans le cadre notamment du dispositif COS. Il faut également, comme deuxième engagement, que vous respectiez un plafond de ressources pour les occupants, que les occupants soient sous un plafond de ressources modeste et très modeste, et que ça ne s'applique que pour les logements loués non meublés. Et donc, de la même manière que pour les propriétaires occupants, ce n'est pas cumulable avec MaPrimeRénov' ou avec les C2E. Je vous présente, alors je ne sais pas si c'est très visible, je l'espère, des exemples de plafonds de loyer sur le territoire de Tours Métropole. Ce n'est pas nous qui fixons ces règles-là, hein, du coup c'est l'ANA qui nous propose ces règles-là. En gros, vous avez donc du coup des plafonds de loyer, donc ça c'est pour la zone B1, donc c'est pour la zone de Tours. En fait, sur le territoire de Tours Métropole, vous avez tout le territoire qui est en zone B1. Et ensuite, vous avez en zone B2 et en zone C les 4 communes qui sont à l'ouest du territoire, c'est-à-dire Saint-Étienne-de-Chigny, Berthenay. Hop, j'ai perdu la présentation. Je ne sais pas si c'est normal. Est-ce que vous n'avez plus la présentation non plus? Il y a quelqu'un qui a dû prendre le contrôle. Il y a quelqu'un qui a pris le contrôle. Est-ce que vous avez un icône demander le contrôle? Moi, j'ai un icône demander le contrôle. Je peux le Eh bien, refaites. Il y a Voilà. quelqu'un qui a dû prendre le contrôle. D'accord. Je reprends le contrôle. Par contre, je n'ai pas la présentation, moi. Eh bien non, il y a quelqu'un. La personne qui est, a priori, monsieur Jean-Pierre Limoges, s'il vous plaît, vous pourriez arrêter de prendre le contrôle, s'il vous plaît? Ça perturbe notre intervention. Monsieur Jean-Pierre Limoges, s'il vous plaît. C'est bon. Par contre, il faudrait que vous repartagiez. Oui, je recharge. Je vous laisse parler, je recharge. Ouais. Donc, je disais, du coup, en fait, là, je présentais à l'écran, mais du coup, on ne le voit plus. Les plafonds de loyer qui sont proposés dans le cadre du conventionnement, soit intermédiaire, soit social, soit très social. Et donc, du coup, la zone B1, c'est le territoire global de la métropole de Tours. Et ensuite, les zones B2 et C, c'est les 4 communes qui sont à l'ouest de la métropole, c'est-à-dire Saint-Étienne-de-Chigny, Berthenay, Druy et Villandry. Voilà. J'ai toujours pas le partage. Ça recharge. Ok, il n'y a pas de souci. Ça charge. Ok, et du coup, là, il faut que je reprends le contrôle, désolé, Oui. et je retourne à la bonne diapositive. Alors. Qui doit être la 20 ou quelque chose comme ça. On n'était pas très loin de la fin. Non, c'est là, la 19. Vous étiez vraiment pas loin. Ouais. Donc, typiquement, pour vous expliquer, donc le plafond de loyer, il est calculé via un calcul qui est présenté là en fonction de la surface du logement, et il ne peut pas dépasser 10,44 € par mètre carré en loyer intermédiaire. Je crois que c'est 8,08 € en loyer social et 6,29 € en loyer très social. Donc après, tout ça, c'est un calcul qui est fait et sur lequel on peut faire des différentes simulations.
Et puis le plafond des ressources, le plafond de ressources des occupants, vous les voyez là, les plafonds de ressources sont différents en fonction si on est en convention intermédiaire, en convention sociale et en convention très sociale. Voilà. Donc voilà. Ça, c'était pour un exemple, hein. L'idée, c'est que je vous présente de manière globale l'aide, mais si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur ce sujet-là, il faut contacter Artemis pour qu'on étudie le projet de manière plus précise en fonction du logement et en fonction de ce qui est faisable. Il y a d'autres dispositifs qu'on peut mobiliser qui ne sont pas Habiter mieux, qui sont dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat de Tours Métropole. On a des aides financières également à l'adaptation des logements, c'est ce que je vous disais. Donc pour les propriétaires occupants, c'est de l'ordre de 55 à 70 € du montant des travaux en fonction si c'est toujours pour les ménages modestes et très modestes. Et pour les propriétaires bailleurs, c'est toujours via un conventionnement, mais c'est donc une aide qui peut monter de 60 à 65% des montants des travaux, le plafond de travaux de 20 000 €, les primes complémentaires mobilisables par les bailleurs, de la même manière, sortie de vacances, etc. Pour les autres travaux, il y a également possibilité de bénéficier d'aides financières, donc notamment si le logement est considéré comme indigne ou très dégradé. Donc il y a une grille en fait qui permet d'identifier si le logement il est indigne ou très dégradé. Donc ça va être lié à différentes pathologies qu'on va retrouver dans le logement, humidité très forte, problèmes électriques, différentes pathologies de ce type-là. Et donc ça, c'est également des éléments qu'on peut accompagner financièrement à hauteur de 60 à 90% du montant des travaux. Les travaux de sécurité et de salubrité à hauteur de 60 à 70% du montant des travaux, et les travaux suite à une procédure liée au RSD, donc le règlement sanitaire départemental, où en fait il y a une interdiction de louer qui a été portée liée au règlement sanitaire départemental. L'objectif, c'est que nous, on peut accompagner cette sortie, la permettre de remise en location du bien en faisant les travaux qui ont été préconisés dans le RSD. Voilà, et donc du coup là, on peut avoir 50 à 55% du montant des travaux. Enfin, je vous fais un petit focus sur les copropriétés, puisqu'en fait, il y a une nouvelle aide également qui existe depuis le 1er janvier de cette année, qui est l'aide MaPrimeRénov' copropriété. Et donc cette aide, elle s'adresse à toutes les copropriétés sans distinction. Précédemment, il y avait des aides uniquement pour les copropriétés fragiles. Maintenant, c'est pour toutes les copropriétés. Il n'y a pas de condition de revenu pour les propriétaires pour pouvoir bénéficier de cette aide-là, puisqu'elle est attribuée au syndicat des copropriétaires. Et après, elle est répartie par quote-part en fonction des propriétaires. Pour cela, il faut que la copropriété soit inscrite au registre national des copropriétés, qu'il y ait au minimum 75% d'habitation principale dans la copropriété, que le bâtiment ait de plus de 15 ans, que le gain énergétique soit de plus de 35% d'économie d'énergie, et il faut un accompagnement obligatoire par une assistance à maîtrise d'ouvrage référencée, qui n'est pas Artemis, qui est un opérateur privé qui accompagne, et du coup, cette AMO peut être financée dans le cadre de cette aide-là. L'aide, elle est versée au syndicat des copropriétaires, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Sur l'aide de MaPrimeRénov' copropriété, elle est de 25% du montant des travaux, donc avec un maximum de 3 750 € par logement. L'accompagnement, donc ce que je vous disais, l'assistance à maîtrise d'ouvrage peut être financé à hauteur de 30% du montant de la prestation avec un maximum, mais du coup, moi, sur mon écran, c'est trop petit, je n'arrive pas à voir les chiffres qui sont indiqués, mais vous les voyez vous-même. Et puis après, il y a également des bonus qui vont apparaître, bonus sortie de passoire énergétique, bonus basse consommation, et des aides individuelles pour les ménages modestes et très modestes qui peuvent avoir une aide complémentaire pour ces ménages-là. Voilà. Ce qui nécessite de faire une enquête sociale pour vérifier les gens qui sont modestes et très modestes dans la copropriété lorsque c'est le cas. Tours Métropole Val-de-Loire apporte une aide complémentaire à cette aide-là de 5% du montant des travaux avec un maximum de 750 € par logement. Et cette aide est cumulable avec les certificats d'économie d'énergie. Et enfin, mais bon, ça je passe très très vite, tous les travaux d'économie d'énergie qui sont réalisés et les travaux qui sont induits, donc par exemple, vous faites un changement, vous faites une isolation et vous faites des travaux de ventilation couplés à ce changement d'isolation, du coup, tous ces travaux-là peuvent bénéficier d'une TVA à 5,5, à savoir que initialement les travaux dans le bâtiment sont à 10%. Et vous pouvez bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro. Il n'y a pas de condition de ressources. L'éco-prêt à taux zéro, c'est un prêt à taux zéro
sauf sur la partie assurance. La banque est libre de vous appliquer, de vous obliger de prendre une assurance, et du coup, l'assurance, forcément, a un taux d'intérêt. Mais en tout cas, le prêt en lui-même est à 0%. Les banques, il faut les solliciter directement auprès des banques. Il faut que le logement ait plus de 2 ans. La durée maximale du prêt, c'est 15 ans, pardon, et le montant maximum des travaux du prêt, pardon, c'est 30 000 €. Ça dépend si vous faites une seule catégorie de travaux, 2 catégories de travaux ou 3 catégories de travaux. Voilà. Je vous mets juste à la fin une petite synthèse parce que c'est très complexe, les aides financières. Il y en a beaucoup, comme vous venez de le voir. Là, vous avez une synthèse. Donc, pour les ménages modestes et très modestes, propriétaires occupants, 2 possibilités. Soit bénéficier de MaPrimeRénov' ou plus les certificats d'économie d'énergie, ou bénéficier d'Habiter Mieux Sérénité. Ça dépend du volume de travaux. Pour les ménages revenus intermédiaires et supérieurs, la seule possibilité, c'est de bénéficier, en tant que propriétaire occupant, c'est de bénéficier de MaPrimeRénov' plus les certificats d'économie d'énergie. Pour les propriétaires bailleurs, 2 possibilités également, MaPrimeRénov' à partir du 1er juillet de cette année, plus les certificats d'économie d'énergie ou Habiter Mieux Sérénité, et dans ce cas-là, il faut conventionner. Et pour les copropriétés, MaPrimeRénov' copropriété plus les certificats d'économie d'énergie. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Vous avez les contacts du service Artemis qui apparaissent à l'écran, donc le numéro de téléphone. Donc nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Nous sommes fermés le mardi après-midi, où vous pouvez nous solliciter par mail. D'ailleurs, selon les périodes, et là on rentre dans une période où nous sommes fortement sollicités, il est parfois difficile de nous joindre par téléphone, donc il ne faut absolument pas hésiter à nous envoyer un email. Nous essayons de le traiter au plus vite, même si nous avons des délais de traitement qui peuvent être un petit peu longs. Nous sommes un peu débordés par les demandes actuellement. Voilà. J'en ai fini, monsieur. Bravo. Oui, bravo, monsieur Girbaud, parce que véritablement, l'ensemble de ces aides, c'est considérable, et vous nous avez présenté ça avec beaucoup de synthèse. Quand je disais au début de mes propos que c'était une bonne idée, la création d'Artemis, il vous suffit d'avoir écouté l'exposé de monsieur Girbaud pour comprendre la complexité face à laquelle on est confronté quand on veut faire des travaux de rénovation, et ça démontre le caractère indispensable de ce guichet unique qui me semble une excellente idée. Alors, nous allons passer maintenant, je vous remercie monsieur Girbaud pour cet exposé. Nous allons passer maintenant aux questions. Naturellement, Delphine, vous pourrez faire part des questions que vous avez reçues par écrit. Moi, j'ai quand même déjà quelques questions à poser en ce qui concerne les DPE. La première question, c'est face à l'opposabilité du DPE, est-ce que le diagnostiqueur que vous êtes ne va pas être tenté de déclasser l'immeuble pour éviter de voir sa responsabilité engagée par un acheteur ou un locataire qui estimerait qu'il a été trompé? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le bailleur qui aurait fourni des informations erronées sera-t-il tenu de garantir le diagnostiqueur qui aurait transmis un nouveau DPE opposable non correct? Quelle est la responsabilité? Oula, faut que je note là. Ok, moi j'ai travaillé pendant votre exposé. La responsabilité du gestionnaire de biens ou du bailleur lorsque les renseignements complets transmis au diagnostiqueur sont erronés ou incomplets? D'accord. Bien. Première question, la tentation du diagnostiqueur de livrer du coup finalement des informations à tendance passoire énergétique. Je tiens à rappeler que nous sommes une profession indépendante, impartiale, et avec aujourd'hui, ça fait 25 ans que les diagnostiqueurs ont structuré leur métier. C'est un métier maintenant professionnalisant, avec des certifications de compétences obligatoires, et nous avons des comptes à rendre. Compte à rendre à notre organisme de certification, avec transmission, études documentaires, analyse de rapports par échantillon, avec des contrôles sur ouvrage. Et par ailleurs, nous sommes en lien direct avec une obligation de transmission des informations à l'ADEME, qui
a du coup un droit de regard qui fait des contrôles de cohérence. En clair, le permis de travailler de nos opérateurs est en jeu à chaque intervention. Et c'est la professionnalisation de notre filière fait aujourd'hui que les acteurs sont devenus des professionnels du récollement de données sur in situ et travaillent en toute objectivité. Monsieur Requin, vous m'inquiétez au plus haut point quand vous me dites que la totalité des diagnostics des DPE va être transmis à l'ADEME. C'est déjà ce qui s'opère au travers du coup d'une transmission, puisque un DPE, pour être valide, doit recueillir un numéro de télétransmission à l'ADEME. Jusqu'à présent, du coup, c'était une transmission du coup d'un PDF. Là, dès lors, c'est des informations qui, par le menu, vont venir incrémenter des bases de données qui seront utilisées par l'ADEME à des fins de statistiques, mais peut-être aussi de contrôle. Une nouvelle atteinte à la liberté et au droit de propriété. Enfin bon, c'est inimaginable. Je passe. Quant à la responsabilité, du coup, je pense que vos questions, les deux questions, et peut-être du coup ai-je mal compris le sens, mais vous me repréciserez si j'ai mal interprété, c'est de la responsabilité de celui qui transmet des informations à l'opérateur de diagnostic préalablement à l'intervention. Eh bien évidemment, un propriétaire bailleur qui aura transmis des informations erronées et qui se sera au travers du coup des conditions générales de vente, au travers des informations demandées contractuellement par le diagnostiqueur, qui aura transmis des informations erronées qui seront utilisées par l'opérateur de diagnostic, sa responsabilité pourra être engagée. Cela vaut pour le propriétaire bailleur, mais cela vaut aussi du coup pour tout mandataire, on va dire, qu'il soit syndic de copropriété ou assistant à maîtrise d'ouvrage pour le compte du propriétaire ou professionnel de l'immobilier. Alors, une nouvelle question, Monsieur Requin, si vous le permettez. J'ai vu sur les slides que vous nous avez présentés que les logements impactés par les nouveaux DPE étaient chiffrés à 1 600 000 à peu près. 1 800 000, oui. 1 800 000. Moi, j'avais entendu le chiffre de 800 000 logements qui allaient être déclassés dans le cadre des nouveaux DPE et de 800 000 qui allaient être mieux classés. Ça nous interpelle, nous, UNPI Val-de-Loire, parce que de ce que j'ai compris dans l'application des nouveaux DPE, les déclassements vont concerner principalement les maisons individuelles des années 70 ou 80 chauffées au fioul. Ça fait quand même partie dans notre département ou dans les départements limitrophes, notamment dans le Loir-et-Cher, ça fait partie, c'est une partie importante du stock d'immeubles dans notre région. Est-ce que vous avez des éléments sur ce point? Alors, j'ai effectivement des éléments qui sont plutôt contradictoires. Il semblerait qu'il y ait eu une sous-évaluation des logements qui seront impactés par cette réforme, notamment en lien avec ce double seuil, la double entrée. C'est-à-dire que il y a d'un côté les kilowattheures par mètre carré et par an issus de la modélisation et issus du calcul, mais il y a également l'équivalent de gaz à effet de serre qui déclenche cette étiquette de F ou de G. Et on le sait, l'équivalent de gaz à effet de serre est particulièrement défavorable à tout ce qui est combustible issu des énergies fossiles, à savoir le gaz, le fioul, et il est à craindre
qu'une combinaison de typologie de logement des années 80-90 associés à des chaudières au gaz eh bien, produisent des effets un petit peu de bord qui ne sont pas estimés correctement préalablement à la mise en application de cette réforme. Merci beaucoup. Vous, Monsieur Girbeau, est-ce qu'Artémis va se positionner sur l'audit énergétique prévu par le décret dont nous a parlé Monsieur Requin? Non? Rouvrez votre micro. Rouvrez votre Oui, micro. excusez-moi. Je parlais dans le vide. Désolé. Non, c'est pas la volonté d'Artémis. En fait, il y a des opérateurs privés, des bureaux d'études et des opérateurs privés qui sont là pour répondre et réaliser des audits énergétiques. Par contre, ce que je peux vous annoncer quand même, c'est que la région Centre-Val de Loire a mis en place une société d'économie mixte qui a pour objectif de travailler sur le tiers financement de la réalisation des travaux lorsque des propriétaires visent un objectif de plus de 40% d'économie d'énergie dans leurs travaux. Et dans ce cadre-là, en fait, ça nécessitera de faire un audit énergétique en amont. Et en fait, la société d'économie, c'est Centre-Val de Loire Énergie, hein, qui s'appelle cette société-là, qui a été montée notamment par la région Centre-Val de Loire, dont actionnaire Tour Métropole, s'appuie sur un réseau de diagnostiqueurs, diagnostiqueurs audit énergétique local sur les territoires qu'elle a sélectionnés par appel d'offres. Voilà, donc il y en a notamment 2 sur le territoire de l'Indre-et-Loire qui ont été. Enfin, je vous parle de l'Indre-et-Loire parce que c'est le territoire que je connais, mais il y en a 2 qui ont été sélectionnés sur le territoire de l'Indre-et-Loire par cette société-là et qui pourra accompagner les propriétaires dans cet audit énergétique. Voilà. Merci. Un dernier mot. Je suis là extrêmement surpris de voir qu'on nous promet un décret qui n'est pas encore sorti là-dessus. Monsieur Requin, vous nous avez dit ça tout à l'heure et moi, je suis stupéfait, quoi. Encore une fois, on nous traite comme moins que rien et il faut toujours subir. Oui. Juste une petite précision par rapport à ça. La loi climat et résilience est en cours en fait d'études et d'aller-retour entre le Sénat et le Parlement. L'aboutissement du coup des dispositions de la loi climat et résilience, notamment issues, vous savez, les 100 réflexions citoyennes ou propositions citoyennes. Voilà, donc il y a une intégration en fait. Oui. Et donc, on attend en fait la finalisation du dispositif réglementaire de la loi climat et résilience qui viendra peut-être modifier, compléter les informations que je vous ai présentées aujourd'hui. Mais en tout cas, effectivement, pour ceux qui relèvent de l'audit énergétique associé aux obligations de production lors des transactions immobilières ou des locations immobilières, eh bien, l'ensemble du dispositif devra être précisé par décret. Et pour l'instant, il n'y a rien de défini, notamment par exemple le diagnostiqueur qui aura réalisé le DPE pourra-t-il, en tout cas la société qui emploie le diagnostiqueur, pourra-t-elle faire l'audit énergétique complémentaire et nécessaire? Aujourd'hui, on ne sait pas répondre à ça. L'audit énergétique sera-t-il produit par le même moteur de calcul, à savoir le moteur 3CL, ou sera-t-il d'un moteur différent, auquel cas ça serait particulièrement dommageable, puisque à même données d'entrée, un DPE et un audit pourraient ne pas produire les mêmes notes. Et voilà, il y a tout un tas d'interrogations qui se posent aujourd'hui et bien sûr, il faudra attendre le calendrier de production de ces textes. Merci beaucoup. Y a-t-il un équivalent d'Artémis sur l'Orléanais? Question sur le chat en ligne. Alors, il n'y a pas d'équivalent de Artémis, c'est-à-dire de service internalisé comme c'est le cas sur Tour Métropole. Par contre, il y a une structure de conseil à la rénovation énergétique qui est portée par l'ADIL en fait. C'est l'espace conseil faire de l'ADIL 45 qui fait le rôle de conseil à la rénovation énergétique. Sur la question de l'accompagnement au montage des dossiers de financement, notamment pour les propriétaires modestes, très modestes et bailleurs,
Là-bas, c'est un petit peu différent. C'est en fait un petit peu ce qui se faisait précédemment sur le territoire, c'est-à-dire que c'est l'opérateur conseil qui a été sélectionné sur le territoire qui réalise ces missions-là. Et donc, si je ne me trompe pas, c'est Solia. Monsieur Clichy, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Bonjour et merci. Ma question, c'est une question par rapport à ce nouveau DPE qui serait opposable. Imaginons un locataire qui, pour des raisons X, se met à chauffer de façon anormale. Par exemple, qu'il entretienne à 25-26 degrés dans l'appartement au lieu d'un 18-20 degrés comme il serait souhaitable. Comment le côté opposable peut-il être une réponse dans une situation telle que celle-là, quoi? Très bien. Merci, oui, de cette question. Effectivement, le premier élément d'opposabilité consistera du coup à faire appel à un autre diagnostiqueur. Pour le coup, le diagnostiqueur, en fait, n'utilise pas d'informations liées à la consommation. Il va le demander pour information, bien évidemment, puisqu'il sera sollicité au préalable en ayant pour information qu'il y a une surconsommation, mais il utilisera en fait les données d'entrée caractéristiques du logement et la modélisation du coup du complexe. Donc il n'y a pas il n'y a pas de possibilité pour le diagnostiqueur qui interviendra préalablement d'utiliser les données d'entrée et de faire converger ou pas, bien sûr, sur ce qui a été fait en premier lieu. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions? Si vous voulez poser des questions, vous pouvez appuyer sur le petit smiley, l'émoticône main. Je me risquerais bien une deuxième question, si c'est possible. Allez-y. Il y a dans Tours bon nombre d'immeubles qui sont d'ailleurs construits avec une belle apparence, des constructions 1920-1930, qui sont avec un beau confort visuel d'ailleurs, hein, il y a des belles pierres quelquefois, il y a des beaux parquets, mais on a une isolation qui est forcément lamentable, quoi. Quid de et qui sont chauffés au gaz. Alors, quid de ces types d'immeubles? On peut s'imaginer à devoir à refaire les isolations, les toitures, le mode de chauffage. Faut-il généraliser les pompes à chaleur? Enfin, des gros chantiers, des grosses dépenses en prévision, quoi. Merci. Là, vous soulevez la complexité des immeubles collectifs, des éventuelles présences de ces immeubles dans des zones classées régies par l'architecte des bâtiments de France, la complexité d'interagir quand le chauffage est collectif. J'ai du mal à vous répondre sur cette complexité. Elle est évidente. Parfois, ça sera très difficile d'interagir du coup sur un immeuble en copropriété. On sait que parfois, pour obtenir des décisions d'ordre collectif qui touchent le chauffage, l'eau chaude sanitaire, c'est parfois complexe d'obtenir les majorités nécessaires à la réalisation de ces travaux et d'interagir logement par logement. Du coup, il y a une absence de pertinence. Parfois, il vaut mieux traiter dans la globalité une enveloppe que la traiter point par point. Là, on touche effectivement des exigences réglementaires très fortes associées à une vraie complexité et parfois une précarité financière ou une impossibilité technique. Voilà, je crois que c'est un peu le sens de votre question. Oui, je peux compléter, je suis d'accord avec vous, hein, il y a des contraintes qui sont importantes. Notamment, vous avez cité la ville de Tours, notamment sur le secteur. En fait, dans la ville de Tours, vous avez en effet un secteur sauvegardé qui est très contraint et sur lequel on ne peut pas toucher aux façades, on ne peut pas toucher aux huisseries, etc.
parce qu'on a des contraintes liées aux bâtiments de France, hein, aux architectes des bâtiments de France, qui peuvent s'entendre en termes d'aspect et de plus-value sur l'esthétique du bâtiment, mais qui posent des questions énergétiques importantes. Et là, il est important en effet de voir comment on peut traiter ces questions-là. Et c'est pas forcément toujours facile parce qu'en général, c'est des traitements par l'intérieur et que les traitements par l'intérieur peuvent être délicats, notamment en site occupé, etc. Il n'y a pas de réponse toute faite en fait à cette question-là. Il y a quand même un sujet sur lequel, en tout cas sur la ville de Tours, qui peut apporter en tout cas une petite partie de réponse, mais pas une réponse sur forcément une baisse très importante des factures énergétiques, mais qui, pour certains secteurs, c'est le développement du réseau de chaleur urbain qui est en cours de développement sur la ville de Tours et qui peut parfois, je ne dis pas dans tous les cas de figure, hein, ça s'étudie également au cas par cas, mais dans certains cas de figure sur les secteurs où le réseau de chaleur urbain est en cours de déploiement, quand on est sur des sites où on est sur des bâtiments où il y a du chauffage collectif, ça peut être une réponse, en tout cas, à améliorer légèrement ou significativement, en fait, ça s'étudie, les consommations énergétiques par rapport au système de chauffage précédemment existant, qui était très consommateur, très énergivore et potentiellement très polluant. Voilà. Mais par contre, ça ne réduit pas forcément l'amélioration énergétique du bâti en lui-même, quoi. Voilà. Merci. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci d'avoir traité aussi brillamment des sujets complexes. Je pense que... Ah, il y a une nouvelle question. Madame Marchand, vous pouvez activer votre micro pour poser votre question. Ce sera la dernière question. Hein. Alors, je voulais vous demander à Artémis, en tant que propriétaire et en tant que propriétaire bailleur, est-ce qu'on a le droit pour les deux choses? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le droit à une aide? Est-ce que vous avez le droit, dans le cadre d'un projet concernant votre habitation principale en tant que propriétaire occupante et un bien en tant que propriétaire bailleur? Oui, oui, c'est possible. Il y a aucun problème. Oui, d'accord. Oui, il y a la possibilité d'accompagnement dans les deux cas de figure. Après, encore une fois, comme vous l'avez vu hein, dans la présentation, même si c'était synthétique, ça va être, on étudiera la situation en fonction des travaux à réaliser et des conditions de ressources que vous avez, etc. En tant que propriétaire bailleur, comme je vous l'ai expliqué, s'il y a un accompagnement via MaPrimeRénov' ou via Habiter Mieux Sérénité, il n'y a pas forcément de conditions de ressources sur Habiter Mieux Sérénité. Par contre, ça va être le cas sur MaPrimeRénov', que ce soit en tant que propriétaire occupant ou en tant que propriétaire bailleur. Donc voilà, après, il faut vraiment étudier le projet. Chaque projet est différent, en fait. Et c'est pour ça que les aides financières, malgré la volonté nationale de simplifier les aides financières, c'est pas encore ça, quoi. C'est pas encore. Oui, d'accord. Bon, merci beaucoup. C'est pour ça qu'on est là, en effet. Oui, merci. Au revoir. Merci à tous de votre participation et à très bientôt. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.